Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo de linguistique. Alors la linguistique c'est pas mon métier, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait quand même des découvertes très intéressantes en linguistique, dont celle de l'apparition des notions de temps dans le langage qui doit d'ailleurs être une des plus grandes découvertes en linguistique euh, depuis le début de cette science, on va dire. Donc vous avez qu'à voir ma vidéo, la naissance des notions de temps dans le langage, et c'est ce qui fait l'homme, exactement, et j'explique les causes de du fait qu'on a pu acquérir un langage extrêmement complexe avec des notions de temps. Comme je dis tout le temps, l'homme est le seul animal qui est capable de dire j'étais, je suis et je serai, à l'image de Dieu, Dieu sur le mont Sinaï qui se présente à Moïse, qui se présente évidemment dans la tête de Moïse bien sûr, et qui lui dit, quand Moïse lui pose la question qui es-tu, il dit je suis celui qui est, donc celui qui est capable par le verbe, donc avec des notions de temps, je suis au présent, je suis celui qui est, qui est capable de parler grâce à des notions de temps, donc il y a des notions de temps dans le langage. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, vous pourrez la voir si vous avez envie sur ma chaîne YouTube, une des plus grandes découvertes en linguistique, bien sûr, découverte de tout temps, bien sûr, pas besoin d'être, je ne suis pas prétentieux, je suis juste objectif sur la portée de ma découverte, en linguistique bien sûr. Donc je ne sais pas parler beaucoup de langues, mais j'ai une très bonne approche des systèmes. Donc il y avait un très bon article qu'on m'a envoyé, un article de linguistique qui m'a été envoyé par un de mes nombreux collaborateurs. Grâce à Internet, j'ai des centaines de collaborateurs dans le monde entier. Alors en général dans le monde francophone bien sûr, car je suis francophone, mais ce qui me permet d'avoir un accès à beaucoup de données et des gens cherchent pour moi. Donc j'ai la possibilité d'avoir multiples personnes qui vont chercher dans le monde entier sur des sujets qu'ils savent m'intéresser. Donc ils vont chercher les gens qui vont les chercher savent que ces sujets m'intéressent, qu'ils savent que ces sujets m'intéressent. Donc j'avais vu cet article, alors un article qui a été fait par Guillaume Jacquemont dans Pour la science. Alors Pour la science, c'est la traduction de American Scientific, qui est un journal pas vraiment de vulgarisation, un journal scientifique, mais il y a aussi des articles français, donc c'est des articles français, dont cet article qui est un interview de Christophe Copé, qui est chargé de recherche au CNRS, et ce Christophe Copé a fait des études de linguistique justement sur la phonétique des langues, et il s'est aperçu que quand il s'est aperçu dans ses recherches, dans les comparaisons de nombreuses langues, que quand on était dans un environnement chaud, humide, avec une végétation dense, il y avait de consonnes. Vous voyez, les consonnes, c'est B, C, D, F, G. C'est quand on parle, et c'est quand on fait une obstruction du son. B, 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 T, T, G, G. Et les voyelles, c'est A, E, I, O, U et S, et quand l'air sort simplement. Donc, plus la température était élevée, moins il y avait de consonnes dans les communications. Et par contre, le nombre de voyelles restait le même, A, E, I, O, U et E. Donc, le fait de pouvoir transmettre simplement le son. Alors lui, il en est arrivé à la conclusion que, effectivement, en étudiant des oiseaux aussi, et d'autres chercheurs qui ont étudié ça, que le fait que parler avec des voyelles, des sons qui partent, avait une portée en général. Alors, je ne suis pas un linguiste technicien, je ne suis pas comment dire, je suis un linguiste, mais je ne connais pas vraiment les techniques, mais je peux expliquer les concepts. Donc, ils avaient expliqué que le fait de pouvoir, le fait de communiquer dans un milieu chaud, humide, avec une forte densité végétale, les consonnes passaient moins, les sons qui étaient bloqués un peu. Donc, il fallait sûrement envoyer un son plus puissant pour pouvoir passer, donc plus facilement envoyer une voyelle. Donc les consonnes permettaient de moins communiquer facilement dans des zones humides et des zones à végétation dense, et
des zones avec de la chaleur. Chaleur, humide, végétation dense, donc un air et une ambiance qui fait que les sons communiquent moins bien, et qui sont arrêtés bien sûr par la végétation. Ça. Donc, son étude était intéressante, ça marche pour les oiseaux, sauf qu'il s'est complètement trompé sur les causes. Et je vais un peu expliquer les causes qui font qu'il y a moins de complexité de syllabes, parce qu'il s'est aperçu aussi qu'il y avait moins de... la complexité des syllabes tendait à diminuer aussi en climat tropical humide, on va dire, et qu'il y avait donc un langage qui était moins riche, moins riche en son, et donc c'était un langage qui était moins riche et qui avait moins de consonnes. Alors je vais un peu expliquer ça. Ce n'est pas, c'est un peu dû sûrement au climat, c'est 100% dû au climat, mais pas pour les causes de transmission du son, pour d'autres causes qui sont beaucoup plus simples, qui sont des causes de technicité. Quand vous êtes en climat tropical humide, vous êtes dans un milieu qui est caloriquement très riche. Donc, nos amis les Africains subsahariens, nos amis les Indiens d'Amazonie, nos amis, je ne sais pas, les Papous, sont dans des atmosphères qui sont dans des régions tropicales humides. Le fait d'être dans une région tropicale humide ne pousse pas à la technicité. Il ne pousse pas à la technicité parce que on n'a pas besoin d'être technique, des ingénieurs dans ce milieu-là, vu qu'il faut que le milieu vous offre tout ce qui est calorique. Donc, il vous offre la nourriture d'une façon constante toute l'année. Donc, il suffit de lever le bras, comme dit tout le temps, pour prendre une banane et de se baisser pour ramasser un manioc. Et quand une poule ou une pintade passe par là, hop, vous la prenez, vous coupez la tête et vous la mangez. Par ailleurs, évidemment, il y a beaucoup de maladies, comme là, il y a une luxuriance de la nature, il y a aussi une luxuriance des bactéries. Mais l'important, c'est la lutte au jour le jour, et ce n'est pas, comme en Europe, de lutter contre l'hiver. En Europe, nous avons un problème énorme, c'est le problème de l'hiver. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'hiver? Avec l'hiver, on va avoir une absence calorique. Je dis toujours, tout revient à la calorie. Il va y avoir une absence calorique qui va durer plusieurs mois. Donc, c'est très, très gênant. Je regarde, je suis actuellement en Hongrie, il fait 2 degrés. Vous êtes tout nu en Hongrie à 2 degrés. Vous allez mourir de froid. Vous êtes tout nu en Afrique ou chez les Papous, dans la forêt, vous n'allez pas tout de suite mourir. Vous allez trouver à manger des insectes, et puis quand il va pleuvoir, vous allez juste mouiller. Donc, le besoin de prévoir et d'être industrieux pour engranger, pour créer des chauffages centrales, pour créer des maisons, il est beaucoup moins intense. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de langage technique dans les régions tropicales, humides, donc sous l'équateur. Donc, ces régions-là ne vont pas être des régions avec un langage technique. Le problème du langage technique, c'est, quand vous avez un ingénieur qui va bâtir une maison, il va établir des termes techniques pour construire cette maison. Et comme quand il va, par exemple, se mettre à cultiver, il va établir des termes techniques pour communiquer avec les gens, pour pouvoir mieux parler. Ils vont inventer des termes, des nouveaux termes correspondant aux nouvelles activités, activités qui vont être l'agriculture, la maçonnerie, je sais pas moi, le fait de faire des chauffages, la gestion pour passer l'hiver. Donc, le fait de manquer de calories l'hiver pousse à la technique et pousse à la création d'un vocabulaire technique. Et le vocabulaire technique, donc c'est une façon d'enrichir son vocabulaire avec des noms ou des mots de plus en plus longs, style en Allemagne où vous avez des noms à n'en plus finir, ou autre solution, en augmentant le nombre de sons, donc le nombre de consonnes. Donc de façon de consonnes, c'est des façons d'obstruction, une obstruction de son, c'est-à-dire c'est A, P, A, pa, ba, ba, ka. Donc vous allez augmenter le nombre de variations de syllabes.
dans l'expression, dans les mots, tout ça pour pouvoir augmenter votre vocabulaire technique qui est dû à l'hiver. Donc le vocabulaire va augmenter par la seule solution de pouvoir augmenter le nombre des consonnes. Donc on augmente le nombre des consonnes dans un premier temps, et dans un second temps, on complexifie les mots en rajoutant plein de syllabes. Hein. Donc on s'aperçoit que au sud, quand il n'y a pas l'hiver, hein, ou un manque périodique, parce qu'en Égypte, on n'a pas l'hiver, mais on a un manque périodique hein, qui force à la technicité, un manque périodique de calories, hein, avec les crues du Nil, le désert. Pareil pour les premières civilisations mésopotamiennes, hein, où il y avait un manque calorique hein, momentané, hein, dû à des civilisations qui se sont bâties sur la germination de certaines plantes. Hein. Donc on engrangeait beaucoup de ces plantes. Quand elles germaient, elles poussaient qu'une partie de l'année, parce qu'elles étaient très chaudes parties. Hein. Donc on se mettait à faire de grandes étendues avec l'eau du fleuve qu'on prenait, on faisait des irrigations, on faisait des grosses réserves pour tenir le reste de l'année, puis faire du commerce avec les mecs du sud et du nord. Hein. Mais on était obligé de prévoir cette hyper chaleur momentanée hein, qui grillait tout, mais hein, on pouvait utiliser une autre partie de l'année pour engranger hein, et faire pousser très rapidement des plantes et engranger des graines et des calories pour tenir longtemps. Donc vous voyez que le fait d'être obligé de prévoir l'avenir, d'avoir des activités techniques pour prévoir le manque, hein, on n'est jamais technicien hein, parce qu'on est plus intelligent que le voisin. Hein. Quand j'ai des nazillons qui viennent sur mon site et disent nous les Européens nous avons inventé ça, les Africains n'ont pas inventé, je leur explique que les Africains n'ont pas à l'inventer, vu que l'invention vient du manque et de l'obligation d'inventer. Hein. Tu n'inventes pas parce que tu es intelligent, tu inventes parce que tu n'as pas d'autre solution. Donc les Européens sont devenus les techniciens du monde parce que le fait d'aborder l'hiver, hein, et le manque calorique momentané, les a obligés à faire ça. Hein, alors pareil pour les Grecs, hein, qui étaient quand même avec un manque d'hiver en Grèce, c'est pas ça, mais c'est pas aussi froid qu'en Allemagne, mais c'était très froid. Hein, donc après, chaque culture s'est enrichie les unes des autres, mais des cultures qui sont en forêt hein, ne vont pas être des cultures techniques, donc elles ne vont pas s'amuser à générer un langage technique qui va être obligé de générer beaucoup plus de consonnes dans le langage, hein, tout simplement. Donc on sait qu'il y a chez les peuples qui vivent dans une atmosphère tropicale humide, chaude, hein, il y a un appauvrissement en consonnes, B, C, D, E, F, G, hein, un maintien des voyelles, parce qu'il n'y a pas 36 façons de siffler, hein, de sortir les sons A, E, I, O, U, E, hein, on ne va pas en trouver 36 000. Hein, et en même temps, un appauvrissement dans le nombre des syllabes. Hein. Alors pourquoi leur dire c'est un langage très simple? Non, c'est pas un langage très simple parce qu'on peut jouer par la métaphore, par le poème, hein, par la façon de jouer avec quelques mots, hein, pour pouvoir, par exemple, parler en images. Hein. Par exemple, il est sale comme un cochon ou il est beau comme un paon. Alors ils n'ont pas ces oiseaux-là, mais ça c'est une façon de parler en images. Vous remarquerez sûrement que les habitants des zones tropicales humides et chaudes hein, vont sûrement avoir un langage imagé beaucoup plus poétique et beau que le langage technique des gens du Nord qui, eux, ont créé un langage technique pour survivre. Hein. Ce sont des langages techniques, donc on augmente le nombre de consonnes et on augmente le nombre de syllabes. Vous voyez que même le langage est façonné par le climat, mais pas façonné par le fait dont monsieur, comment il s'appelle, qui est d'ailleurs, il a fait une très bonne recherche, sauf qu'il a trouvé la mauvaise cause, monsieur Christophe Coupé, hein, et j'espère qu'il verra ma vidéo, hein, qui a fait une très bonne recherche, mais qui n'avait pas abordé le sujet calorique et le sujet de technicité qui est obligé, hein, quand on passe au nord, en zone où il y a un manque calorique momentané, de devenir très, très technicien à cause de la mort momentanée de la nature, que ce soit en Égypte ou en Europe du Nord ou en Grèce ou à Babylone hein, ou à Sumer, on est tout le temps dans le même problème du manque cyclique de calories qui pousse à un langage technique en faisant par exemple des systèmes d'irrigation, en faisant des systèmes de chauffage quand on est au nord,
hein, en faisant des murs épais et des toits bien pentus quand il pleut trop pour mettre sur les réserves. Hein. Il y a beaucoup de choses hein, quand on va générer hein, du transport nord-sud pour, par exemple, avoir des denrées. Hein, on devient technicien, donc on va avoir des termes techniques hein, que les hommes aiment bien, les Européens aiment bien parler en termes techniques. Hein. Chacun a son terme technique, que ce soit en bodybuilding, que ce soit les mecs qui font du kittage automobile, hein, qui quittent du tuning. Hein. Tout le monde a ses termes techniques. Hein. Les aquarophiles, c'est bien, on appartient au groupe par son terme technique. Mais quand on est dans une société, entre guillemets, primitive, donc dans une nature luxuriante, en général, les termes techniques sont beaucoup moins importants puisqu'on n'a pas de technicité, donc on a un langage beaucoup plus pauvre en termes techniques, mais par contre, on a un langage qu'on sait faire jouer d'une façon poétique, avec des métaphores et des paraboles d'une façon beaucoup plus importante. C'est pour ça que les langages se complexifient avec le temps, hein, mais perdent leur côté poétique et leur côté, entre guillemets, métaphorique, hein, avec le temps. Donc, quand vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, vous vous retrouvez quand même avec des magnifiques paraboles, hein, l'aurore aux doigts de rose. Vous en avez plein comme ça. Hein, dans le langage, plus on remonte dans le langage dans le temps, moins le langage est technique, parce qu'évidemment, la civilisation évoluant, le langage se complexifie au niveau technique, mais perd cette beauté imagée qu'elle avait avant par l'utilisation de la métaphore hein, et de la parabole. Hein, vous voyez dans la Bible, par exemple, hein, la Bible est truffée de paraboles et de métaphores parce que le monde n'était pas encore assez technique, hein, technicien. Le monde n'était pas encore un monde d'ingénieurs à haut niveau. Il y avait des ingénieurs, l'intelligence humaine était la même, mais le problème, c'est que le langage était moins technique, donc on compensait la richesse technique du langage par la façon subtile de faire jouer les images et de faire jouer les mots ensemble. Hein. Donc voilà l'évolution du langage. Un langage se complexifie. Donc c'est toujours très 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 intéressant de voir ça. Hein. Et ce monsieur s'était trompé, justement, Christophe Couppé s'est trompé sur les causes, mais s'était aperçu du phénomène, effectivement, et c'est très bien de l'avoir noté. Bravo Christophe Couppé d'avoir noté qu'il y avait un appauvrissement en consonnes et en syllabes, et un maintien des voyelles hein, pour des phénomènes totalement classiques, hein, comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire sur le langage. Hein, j'en ferai une petite. Non, je vais continuer sur les rythmes et les rimes. Hein. Le langage poétique, maintenant, on va la faire un peu. On terminera avec la beauté d'un langage poétique. Hein. Un langage poétique, c'est un langage qui utilise les rythmes de la respiration, les rythmes dans le langage. Hein. Et puis les rimes, ça veut dire que vous utilisez un mot et la seconde phrase, il y a à peu près le même nombre de respirations, le même nombre, je ne suis pas poète, hein, poète, mais il y a la rime derrière, donc comme dans les chansons, elle avait un gros nez, c'est pour ça que je l'ai aimé, bon à peu près, vous voyez, hein, hein, les chanteurs aiment bien. Alors ça peut paraître ridicule, on trouve que c'est beau la rime et le rythme, hein, la poésie c'est très beau, effectivement la poésie c'est très beau, mais pourquoi c'est beau? Parce que la beauté c'est quelque chose qui est difficilement définissable, mais non pas du tout, la beauté c'est l'utile. Pourquoi le poème, hein, pourquoi les poèmes étaient utiles hein, tout simplement parce qu'ils permettaient de mémoriser les choses avant l'invention de l'écriture. Donc l'homme a toujours utilisé les poèmes pour, dans des sociétés orales, permettre la transmission de données souvent très importantes, que ce soit des données morales, hein, des données techniques aussi, hein, qui pouvaient, hein, mais dans le poème, on pouvait transmettre des choses, et un poème est plus facile à mémoriser. Pourquoi? Parce que vous savez que le mot qui viendra après sera, hein, dans la phrase qui viendra après, on pourra sélectionner les mots que dans une petite quantité de mots qui auront la même rime. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile de rechercher quand vous avez commencé hein, une phrase, la phrase suivante, car la phrase suivante dans votre petite mémoire sera stockée au même endroit, il y a les mots où il y a la même terminaison, donc beaucoup plus facile de se souvenir d'un poème que de se souvenir d'un texte classique sans rime et rythme, car le rythme permet de mémoriser. On sait que la phrase suivante ne pourra avoir des mots qui ne pourront que coller avec ceux d'avant au niveau longueur, et que le son, hein, ça va déjà réduire le nombre de mots hein, qu'on va rechercher dans notre petite cervelle, et qu'il aura la même terminaison, le mot qui terminera la phrase aura la même terminaison que le mot qui terminait la phrase
précédentes, donc ça permettra d'aller chercher dans notre petite mémoire ce mot dans une quantité beaucoup moins grande de mots, hein, un sac beaucoup moins grand de mots, ce qui permettra au cerveau de faire moins d'efforts. C'est pour ça souvent qu'on fait travailler la mémoire aux enfants par l'apprentissage de poèmes, hein, tout simplement. Hein. C'est ça. Alors, on a le corbeau, maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage, parce que ramage, après, un truc comme ça. Donc on se souvient parce qu'il y a le même son à la fin. Hein. Donc voilà, et ça permettait dans des civilisations où il n'y avait pas encore l'écriture, ben, de se souvenir de longs textes et de pouvoir les transmettre. Textes qui étaient parfois fondateurs, textes qui permettaient de se souvenir de l'histoire de la tribu, de l'histoire du groupe. Hein. Donc on avait des espèces de poèmes mythiques, hein, qu'on chantait, qui dedans avaient des codes moraux qui permettaient à la société de survivre. Donc vous voyez, le poème est beau, hein, parce qu'il a uniquement une valeur de mémorisation de données plus facile. Hein, donc on peut transmettre des données plus facilement. Donc voilà l'avantage du poème. Et c'est pour ça que le poème était un art, car c'était un art qui était basé sur la transmission plus facile de données quand l'écriture n'existait pas. Le poème est un peu parti après, a perdu de sa splendeur, hein, quand l'écriture est arrivée, bien sûr, car à ce moment-là, on pouvait stocker des données sur des morceaux de papyrus ou des blocs d'argile, hein, et à ce moment-là, il suffisait d'avoir des symboles, une écriture symbolique, et après peut-être une écriture phonétique, hein, une écriture logographique pour les écritures avec des symboles, hein, comme en Chine, et des écritures phonographiques, hein, comme les écritures, comme nous, avec des sons. Hein, vous voyez, vous comprenez? Donc, ça a été l'avantage, et là, on a pu commencer à stocker des données importantes. Mais avant, le stockage de données, hein, ne pouvait être fait souvent que par le poème. Hein, le poème, ou même des fois la chanson qui était collée, hein, des paroles collées à des rythmes musicaux, hein, et des mélodies, hein, qui permettaient de mémoriser, pareil, des rythmes et des harmonies plus sympathiques, donc des oscillations, hein, on sait tom tom poum tom 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 poum poum, donc on mettait les mots dessus qui correspondaient aux respirations. C'est pour ça que le poème et la chanson, hein, ont permis la mémorisation. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est beau sans raison, c'est simplement parce que ça transmet des données et ça évite à ces données de se perdre dans la nuit des temps. Hein, voilà. Et ça les permet de transmettre ces données avant l'arrivée de l'écriture. Bon, bah, bien sûr, maintenant, après l'écriture, il y a eu l'imprimerie, hein, et puis maintenant, il y a les clés USB, j'en ai une ici, hein, et puis il y a les téléphones, et puis il y a Google, Wikipédia. Donc maintenant, hein, on a beaucoup moins besoin de retenir des paroles, des mots entiers, des paroles, tout ça. On a extériorisé nos mémoires, hein, on a extériorisé notre façon de stocker. Déjà, c'était les livres, les premières gravures rupestres, hein, qui servaient aussi d'extériorisation de données, en vérité. Hein. Vous savez, le dessin, après il y a eu l'écriture, mais le poème était antérieur, la façon de parler en rythme, hein, était antérieure à tout ça. Voilà. Ou bien, était au moins au même niveau que on va dire que le dessin primitif. Hein. Donc voilà, la représentation graphique, hein, est à l'écriture. La représentation graphique est, est à l'écriture ce que le poème, hein, euh, la peinture, c'est la base c'est une base de communication. Hein. Mais maintenant, après, il y a eu le poème. Vous voyez, voilà, bon, je m'y perds un peu fatigué le soir, 3h52 du matin. J'espère que vous aurez compris. Et j'espère que vous aurez compris que les pays civilisés avec des grandes civilisations techniques ont des langages beaucoup plus riches pour la bonne raison qu'ils ont tout simplement des langages techniques. Hein, et la technicité est due à l'obligation de s'adapter à des manques périodiques. Hein, voilà, les langages africains sont beaucoup plus métaphoriques, paraboliques, hein, mais beaucoup moins riches en vocabulaire. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, africains subsahariens bien sûr, hein, mais ils sont riches quand même, hein, dans la façon dont on joue avec les mots. Chaque pays a ses caractéristiques et ses adaptations climatiques. À bientôt.